Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 47e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 2 novembre, nouveau mois, enregistrement le 2 novembre 2021, 47e épisode. Et, vas-y, Tristan, comment ça va? Première. Marc, ça va bien, toi? Ah, ça va. Attends, je peux-tu juste... écoute, ça se peut-tu qu'il y ait eu un genre d'espèce de mix-up dans les dates pis dans les épisodes? C'est ça que je m'en allais dire. Ah, ok, c'est bon. On a ceux qui sont assidus sur l'écoute du podcast Entre deux martinis auront probablement remarqué qu'il n'y a pas d'épisode 45. Car la semaine passée, je pense qu'il y a eu un bug un moment donné quand on a parti un enregistrement puis j'ai comme pas supprimé l'épisode 45. Fait qu'il est resté dans la liste parce que dans la plateforme, ça enregistre un après l'autre. Puis quand on a enregistré la semaine passée, ça disait qu'on était rendu à l'épisode 46, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'épisode 45. Fait que peut-être qu'un moment, on va faire un épisode secret, caché, l'épisode 45 throwback. Hey, c'est bon, ça. Ouais, Une espèce de... Comme quand sur les CD, là, quand ils cachaient des chansons. Les Lost Mixtapes, là, les Lost Tapes, ben là, ça va être le Lost épisode. Ah, j'aime ça. Ou c'est comme... il y en aura peut-être jamais. Un peu comme le 13e étage qu'il n'y a pas dans certains buildings, puis parce que le monde ne veut pas... Ils sont superstitieux. Peut-être que nous autres, on est superstitieux du 45e épisode. Ouais, je sais pas pourquoi. 45, ça veut rien dire, mais écoute... 4 plus 5, 9, c'est... Oui, je t'écoute. Vas-y. Je savais pas que tu t'intéressais à la numérologie, Marc. Non, c'est le fun. Pas plus qu'il faut. Ah, ok, c'est bon, d'accord. Je vais juste te montrer, je savais content, en fait. Hey, mais sinon, écoute, on peut quand même aller sur le vif du sujet aussi. Il y a des travaux chez vous, comment ça se passe? Oui, c'est ça, c'est vrai, parce que ceux qui écoutent aussi savent que j'ai plus d'arbres, mais là, j'ai non seulement plus d'arbres, j'ai juste plus de terrain. On refait l'entrée, puis là, d'ailleurs, je veux m'excuser d'avance si on entend un bruit de fond. Les travaux, c'est ça date aujourd'hui. Puis... C'est la journée où est-ce qu'ils tapent toute la roche dans l'entrée pour compacter le tout. Fait qu'ils sont là avec les gens de tapeurs puis de trucs. Puis ça a été le même toute la journée. Fait que ça shake un petit peu. Fait que si vous entendez ça en background, je m'en excuse. Il devrait pas en rester pour très longtemps. Mais c'est ça qui est ça. Donc, t'es rendu où dans tes étapes du deuil pour tes armes? Ah là, écoute, je reconnais même plus mon terrain. Je te dirais qu'il y a d'autres affaires qui me préoccupent en ce moment, genre l'entrée d'eau qui est toute exposée. Okay. Mais sinon, ça va. Okay. Est-ce que l'entrée d'eau est en plomb puis ta famille est en danger? Ou, non, c'est bon. Là, ils ont mis de la cacane orange fluo dessus, tout va bien. OK. Non, ça va super bien jusqu'à maintenant. C'est sharp, ça va être beau, je pense. J'ai hâte. Donc, good! Yes! Fait que, aujourd'hui, on a un épisode spécial. On le dira, on va le dire qu'on a un invité. On va pas le présenter tout de suite parce qu'on a quand même un petit Martine à présenter avant et tout. Mais oui, aujourd'hui, un épisode bien spécial parce qu'on va avoir un invité que Tristan nous a déniché. Ouais. On va le présenter dans pas long. Attends, là, t'es-tu en train de me dire, excuse-moi, je vais m'attacher, je vais me prendre à la table, ouais. Je vais être sûr de ne pas tomber. Est-ce que t'as encore une fois un martinet à nous partager aujourd'hui? Oui pis non. Ok, oui pis non, ok, j'aime ça. En fait, non, c'est le même que la semaine passée, donc le au pire, IHR, ce gin oriental. Ouais. Qui est pas vraiment tombé dans tes bonnes grâces, on va se le dire. Non, fait que je le répète pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous aimez pas la nourriture indienne, je ne le recommande pas nécessairement, car il sent beaucoup le cumin et ces choses-là. Donc, c'est le cumin, c'est celui-là qu'on n'avait pas dit la semaine passée. C'était ça que je cherchais. C'est le cumin, wow, c'est qui qui t'a éclairé ou allumé la lanterne? J'ai sondé des amis au restaurant vendredi dernier à savoir c'est quoi les épices indiennes. Ça n'a pas été très long avant qu'on arrive à la conclusion. On trouve le cumin. C'est ça. Fait que c'était curry, cumin. C'est ça, c'est ça. Mais là, j'ai mis des olives. Je suis revenu aux olives du Costco. Ça faisait un petit bout de temps que je ne les avais pas mis. Fait que je vais voir si peut-être... Ouais, des olives royales. Fait que peut-être que le mix va faire en sorte que ça va être plus
meilleur. Plus ou moins pire. C'est ça, finalement, ouais, oh, moins pire! Oh, puis car, jeu de mots, ceux qui l'ont pas compris, le gin s'appelle Au pire. Ouais, on a fait des jeux de mots aussi en s'échangeant des messages très souvent en utilisant le Au pire pour faire des jeux de mots pas pire. Mais bref, voilà. Ouh, fait que, toi, t'as-tu un martini? Hey, non, j'ai pas de martini cette semaine, j'ai pas eu le temps, j'ai pas ça. Puis là, faut dire, pour tout le monde qui écoute, ça fait quelques semaines que je suis au bureau les mardis, fait que écoute, c'est pas que ça paraît mal rentrer avec ses bouteilles de vodka, de gin, de vermouth et d'olive avec son shaker le matin en disant non, c'est pour l'après-midi. Mais je suis pas rendu là encore dans ma relation avec mes collègues de travail. Fait qu'il va falloir que je me trouve un petit truc, là, une espèce de kit, mettons, je sais pas, là, discret, que je peux amener dans mes affaires, que personne ne voit, puis je me verse discrètement un petit peu avant notre enregistrement dans un verre avec de la glace. Là. Écoute, j'ai ça pour toi, c'est assez facile, une petite flasque et tout, mais moi je pense que c'est juste parce que t'as une gestion d'horaire de marde. Le pire, c'est tu sais quoi aujourd'hui? Faut que je te le dise. C'est que je parlais puis je sentais que je t'ouvrais la porte grand comme le monde puis j'ai failli dire mon horaire il est mal organisé puis j'ai fait bon je dirais pas ça parce que c'est exactement là qu'il va s'en aller pour la c'est ça, exactement. C'est extraordinaire comment on est rendu après 47 épisodes et un épisode fantôme. Wow. Ah oui. L'épisode fantôme, la transition était débile en passant. C'est la meilleure. Wow! Ouais, ben c'est ça, là, parce que ça fait une couple d'épisodes qu'on parle de gestion de priorité, de se fixer des limites, toutes ces choses-là, d'agenda et tout, de dire non, bref, plein de sujets reliés. Ouais. On s'est dit, aujourd'hui, quoi de mieux que de parler de la gestion d'horaire et on a avec nous, on va le présenter dans quelques instants, David Hiergeau de Sim Communication, en fait, qui est une entreprise de traduction, rédaction et révision, avec qui on travaille, moi et Tristan, pour souvent de la traduction de contenu, de texte, de contenu. Ouais. Puis, dans le fond, on va parler, oui, de son entreprise, mais aussi, ce qui était très intéressant, c'est que David a tout réorganisé son horaire pour ne travailler que les avant-midi. Donc, s'il y a des pigistes, c'est du monde à leur compte qui nous écoute, je crois que vous allez bien aimer cet épisode parce que c'est un peu le Saint Graal, mettons, si tu veux avoir du temps libre quand tu es à ton compte. Puis je pense que David va nous expliquer comment il a fait ça. Puis ça va donner des trucs peut-être et des idées à certains. Ouais, vraiment. C'est quelque chose à rajouter avant qu'on invite David à ouvrir son micro. Alors, tu peux y aller, David. On t'écoute. On va t'accueillir. Salut, David. Es-tu là, ouais? Tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien. Excellent. Cool. Ben oui, David, écoute, je vais présenter David vite parce qu'on se connaît depuis quand même. Écoute, je sais plus, Dave, ça fait combien d'années, mais j'ai le goût de dire au moins une dizaine d'années. Facile, j'ai rencontré ton cousin Alex en 2009. Ouais, c'est ça, exact. Pas mal sûr quand dans un an on s'est rencontrés à ce moment-là. Ouais, vous partagez un bureau ensemble. Dans le Vieux-Montréal, c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis après ça, en fait, même à un certain point, dans les années 2010, là, nous aussi, pardon, on a partagé un bureau ensemble à Montréal, là, dans un coin un petit peu plus trash, mais c'était quand même très sympathique. Puis c'est ça, on avait un bureau ensemble, on a eu des belles soirées, on était plus jeunes, on jouait à NHL. On buvait des martinis. On buvait plus de la bière que des martinis dans ce temps-là, par exemple. Je pense que j'étais pas rendu là dans ma vie. Mais c'était pas mal ça qu'ils vendaient au dépanneur du Ouais, c'était pas ça qui allait avec notre budget. C'était pas mal ça qui allait avec notre budget dans ce temps-là. Exactement. La bonne tape. Dry faisait la job. Ouais, exact. Non, c'était très cool. Puis ouais, tu sais, j'ai vu David travailler. Puis là, maintenant, on collabore ensemble aussi. Il nous aide avec Sim Communication dans des tâches de traduction. Fait que, non, vraiment content de l'accueillir aujourd'hui. Puis ouais, écoute, la semaine passée, en prévision de l'épisode, on voulait l'inviter, puis pas nécessairement pour parler de ça, mais David m'a parlé un peu de sa nouvelle réorganisation d'horaire. Fait qu'on va aborder ça tantôt. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est comme j'ai dit en intro, qui est comme un peu, si tu veux, un objectif pour pas mal de gens à la pige ou qui sont à leur compte, c'est de se libérer du temps pour, tu sais,
avoir une certaine liberté, puis choisir son horaire, choisir ses clients, etc. Fait que moi aussi, je suis bien... parce que je savais pas avant que Tristan m'en parle, donc je suis bien curieux de connaître ton histoire. Yes. Mais avant toute chose, Dave, si tu veux nous parler un peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à... Là, c'est toi qui va trop vite, là. Pardon. Ah oui, On a c'est un vrai. Martini à présenter ici. C'est moi d'habitude qui est super fâché. Puis oui, t'as raison. C'est ça, c'est pas à cause de pas de Martini aujourd'hui que tu vas nous gâcher notre moment. Là. Non, vous avez bien raison. C'est pas parce que je suis plate pis ça aujourd'hui. Ben toi, dans le fond, t'es là entre deux Martini aujourd'hui. Oui, Dave. Fait que t'as-tu un cocktail à nous présenter? C'est quoi ta recette préférée? On t'écoute. Ben moi, mon martini classique, c'est pas très compliqué. C'est vodka, vermouth, puis après ça, jus d'olive et extra olive. Je préfère avoir le goût de l'olive dans le martini que tout le reste. Mais attends, fais juste me définir extra olive. On parle de combien, mettons, dans le fond de ton verre? 5, 6. Oh, tabarnouche, OK. Oh, y a rien là. Moi, j'ai 6-7, là. Ben pour moi, l'affaire, c'est quand tu regardes la taille du verre, la moitié du verre, c'est des olives, puis le reste, c'est du martini. Ben, fait que ça... Mais toi, t'as dit que tu le fais avec de la vodka? Ouais, ça, c'est spécial. Tu prends quel vodka? Ben, c'est spécial, c'est pas vrai. Moi puis Marge, parce qu'on est juste des amateurs de gin, puis dans notre vie, on voit rien d'autre que ça. Je l'ai essayé une fois avec de la vodka, puis j'ai pas vraiment aimé ça. Mais qu'est-ce que tu utilises comme vodka? Pas mal ce que j'ai sous la main, on va s'entendre. Dans le sens que ça peut être autant de Smirnoff si c'est ce que j'ai dans le truc. Ça va un peu avec la saveur du moment puis ce que j'ai le goût de m'acheter à ce moment-là. Okay. Fait que si c'est... Je peux avoir autant de la Grey Goose que juste une simple... du Belvedere ou de la Smirnoff. Ça va dépendre de la vodka que j'ai achetée. Là, aujourd'hui, t'es-tu plus Grey Goose ou t'es... Non, aujourd'hui, c'est la Smirnoff. OK, excellent. Ça fait un job. Je peux peut-être comprendre que le jus d'olive est requis dans ce temps-là. Ouais. Exactement. C'est pour ça, je veux quelque chose de plus neutre possible. On se comprend. Hey, tu sais, on en a parlé avec... on avait reçu quelqu'un un moment donné qui disait qu'il avait acheté du jus d'olive, mais que du jus d'olive. Ouais, c'était Caroline. Caroline, exact. La traiteur qui achète un produit, elle, qui se vend exclusivement en bouteille, c'est que de la... Voyons, c'est quoi le mot? De la saumure. De la saumure d'olive. J'ai bu un martini vendredi au resto, moi, avec du Bombay, là, tu sais, bien ordinaire. Pour vrai, il était tellement débile. Je suis pas mal sûr que leur mix, c'était ça. Qu'il y avait du truc, du jus d'olive en bouteille avec ça, ce qui était vraiment, vraiment très bon. Puis, tu sais, on s'entend que du Bombay, c'est quand même standard, là. Ça a pas... mais il goûtait vraiment beaucoup l'olive. C'était vraiment délicieux. Okay. C'est ça. Parenthèse. Excellent. Cool. Fait que là, on a respecté le décorum. David nous a partagé son martini. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, je pense. En tout cas. Oui. Fait que Dave, si tu peux nous dire un peu, parce que moi, je te connais beaucoup de Sim Communication, justement, travaillant en traduction. Mais si tu peux nous expliquer un peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait au niveau des études, où tu es allé, puis qu'est-ce qui t'a amené, justement, là, où tu en es rendu aujourd'hui. Là. En fait, je pense que j'ai peut-être pour le milieu de la traduction, j'ai peut-être un parcours un peu atypique. Étant donné que j'ai pas commencé avec des études en traduction, j'ai étudié pour devenir professeur d'éducation physique en 2005. Mais je travaillais comme coordonnateur à temps partiel à ce moment-là, dans un petit cabinet de traduction. Puis, par la force des choses, j'ai délaissé complètement le côté de l'éducation physique, puis je me suis lancé avec 2 partenaires à l'époque en traduction. Fait que mes études, en fait... faire ça assez short, j'ai fait des cours de soir pendant 9 ans, 10 ans pour aller chercher mon bac en traduction. Ben, ma majeure en traduction, ma mineure en gestion d'entreprise que j'ai complété en fait il y a 2-3 ans seulement. Fait que mes études sont arrivées vraiment sur le tard. J'ai parti la business avant d'avoir les études et les connaissances pour le faire. J'ai appris un peu sur le tas, disons. Bonne manière d'apprendre aussi. Ouais, mais fais juste, mais parce que, tu sais, je veux dire, là, puis j'ai tout de suite une question quand même assez importante. Pour faire de la traduction, la maîtrise de la langue traduite doit être quand même assez pointue. Mettons, quand tu étais coordo, quand tu as commencé, c'est parce que tu maîtrisais vraiment... On s'entend que c'était du anglais-français, là, pour qu'on comprenne bien, là. Exactement. Okay. C'est notre domaine de spécialité chez Simcom, c'est ce qu'on fait depuis le début. Puis même quand je travaillais pour le cabinet avec lequel je travaillais, c'était spécialisé en anglais-français ou français-anglais. Puis donc, si tu as commencé avant même d'avoir des études, c'est que tu devais avoir une maîtrise assez phénoménale des 2 langues. Là. Mais j'ai commencé en tant que coordonnateur, fait que je faisais plus de la gestion. Puis c'est par après, parce qu'en traduction,
tout est demandé pour hier, comme dans peut-être plein d'autres industries. En traduction, je pense spécifiquement. Juste en tout le monde traduction. veut- Juste en traduction. Jamais en marketing, puis jamais Non, en c'est vente. ça. Jamais. Non. Mais le problème, c'est qu'on est souvent le dernier point de la chaîne. Fait que tout le monde a complété le travail. Il a pris 2 mois pour compléter le travail. Puis nous, à la fin, on reçoit un test qui est à faire en 2 jours ou 3 jours. Mais la réalité est que il y a une réflexion derrière la traduction pour comprendre ce que tout a été bâti derrière ça. Fait que ça demande quand même une certaine... par la force des choses, des fois, on se retrouve avec des deadlines un peu courts. Puis, vu que j'avais quand même une maîtrise, on va dire, raisonnable du français, je me suis lancé à faire un peu de traduction on the side à ce moment-là, en tant que coordonnateur pour dépanner l'entreprise, puis les accompagner, les aider en temps de, on va dire, en gestion de crise à ce moment-là. OK. Puis ça a été quoi le point, c'est où qui a été le point de l'espèce de point de bascule où là, tu as dit, je pars mon entreprise, je deviens traducteur, puis c'est moi qui vais s'occuper de ça? En fait, ça a été un peu l'idée de prendre un peu plus contrôle par rapport à l'organisation du travail, puis la gestion justement des clients avec qui on travaille, comment on va travailler, avec quel pigiste on veut travailler. Là, j'ai été à l'embauche de quelqu'un, puis on n'avait pas nécessairement la même vision. Je pense que cette personne était plus en fin de carrière, puis se retrouvait justement à vouloir un peu, on va dire, ce qui est un peu normal, là, c'est compter sur les petits jeunes pour aider puis garder la business à flot, on va dire. Mais nous, de notre côté, moi, de mon côté, à ce moment-là, j'étais plus intéressé à dire, pour toute l'énergie et le temps que je passe, je préférais faire ça puis travailler pour moi-même à ce moment-là, puis développer ça de mon côté. Fait que ça a été un peu difficile une fois qu'on a quitté, mais on s'est retrouvé dans une position, justement, après ça, où ça a peut-être pris 1 an, 2 ans pour revenir un peu au même niveau que l'autre entreprise était, mais on a réussi à bâtir ça quand même assez rapidement. Fait que ça valait la peine, finalement. C'est souvent ça, quand tu travailles pour une compagnie, le déclencheur de dire je suis tanné, je pars à mon compte, c'est qu'il y a plein de processus, plein d'affaires qui font pas ton affaire, puis tu changerais, puis il n'y a pas nécessairement d'ouverture du côté de la direction. Fait que toi, tu te dis, tant qu'elle continue de même, puis que moi, je le ferai pas de même, je vais le partir, puis je vais le faire comme je veux. Et ça va être mieux. Puis tu disais tantôt, en quelle année tu as fondé l'entreprise? 2006. OK. Puis vous étiez 3 au début. C'était-tu 2 personnes avec qui tu travaillais dans l'autre entreprise avec qui vous avez décidé de partir? En fait, c'était 2 amis de jeunesse avec qui j'ai fait tout mon secondaire et mon cégep ensemble. Puis les 3, on avait 3 faces on va dire 3 qualités différentes. Une personne avait un peu plus d'entre-gens. Moi, j'étais plus le timide qui, on va dire, bûchait dans le coin, travaillait fort, puis qui avait une éthique de travail pour aider justement le départ de l'entreprise. Et j'avais l'autre qui était un peu plus, on va dire, stratège à ce moment-là. Okay. Les rôles avec le temps, on peut évoluer. Puis on s'est comme un peu... finalement, j'ai été appelé à prendre plus de rôles à un certain moment donné. Puis j'ai mes 2 partenaires qui ont quitté. Ah, c'est ça, t'es plus avec eux, c'est ça que j'allais te demander. Non, exactement. Depuis les 2 partenaires, pas nécessairement en même temps, mais aux alentours de 2009, il y a un partenaire qui a quitté. Puis ensuite, il y en a un autre qui a quitté vers 2013-2014. Peux-tu te dire pourquoi ou c'est confidentiel? Je préfère éviter d'embarquer tout dans le sujet. Il y a eu des moments plus difficiles à ce moment-là. Je sais ce que c'est. J'ai déjà passé par là. Ça n'a pas duré 3 ans, moi, le partenariat. Ça a duré plus 3 mois, mais quand même. Quand même. Que je suis trop patient, finalement. Parce que Marc-Antoine, lui, c'est peut-être qu'il n'est pas tout à fait patient non plus. Hein, non, c'est ça. Non, bref, pour d'autres raisons. Mais en tout cas, puis dans le fond, quand vous êtes partis, parce que là, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait pas personne vraiment qui avait de l'expérience en développement des affaires, ou vous aviez quelqu'un? Comment vous êtes allé chercher vos clients au début? En fait, de notre côté, on a vu un créneau avec l'entreprise avec laquelle on travaillait qui nous permettait justement d'avoir accès avec un bassin de traducteurs suffisant, d'aller chercher justement un peu plus de contrats au niveau gouvernemental, principalement. Okay. Donc, on avait un ou 2 traducteurs principaux qui étaient on va dire, qui gérait la qualité du travail, donc qui était réviseur, qui faisait passer les tests, qui évaluait toutes les pigistes qu'on allait chercher à ce moment-là. Parce que notre modèle d'affaires était basé vraiment avec une équipe de pigistes et non pas de traducteurs à l'interne à l'époque. Donc, on est allé chercher toute cette équipe de pigistes-là, on l'a formé, puis les contrats sont venus naturellement après ça avec des différentes agences gouvernementales. Puis, tu peux-tu me donner, là, c'est une affaire, tu peux divulguer avec quel genre d'agence gouvernementale tu fais affaire? Puis, par exemple, on fait affaire avec, on est un fournisseur du Bureau de la traduction, par exemple.
donc qui est, eux, quand même une des entités au Canada qui traduit le plus de mots. Je pense qu'ils font jusqu'à 400 millions de mots par année. Donc, ça vous donne une idée. OK. C'est quand même assez énorme. Fait que nous, on en fait à peu près, maintenant, en 2021, on en fait à peu près 5 millions, 6 millions. De mots par année que tu traduis? Excuse-moi? De mots par année que vous traduisez? Ça, c'est juste avec le bureau de la traduction maintenant en 2021. OK. Donc, mais au total, on fait aux alentours d'un 7,5 millions par année. Aïe, aïe, OK. Puis là, Ouais, mettons, tu dirais... ça en fait des pages, disons. Ouais, non, c'est clair. Puis là, tu sais, nous autres, on fait affaire avec vous autres, mais je veux dire, mettons, ton spread de clientèle gouvernementale publique versus du privé comme nous autres, c'est à peu près combien, hein? C'est quelque chose qu'on cherche justement à travailler un peu puis à diversifier un peu plus notre clientèle, mais je dirais que le spread, avec toutes les sortes d'agences gouvernementales, il y en a qui sont provinciales, fédérales, après ça, il y a des petites entités directement également, mais on se retrouve aux alentours je dirais 80% gouvernemental, 20% privé. OK. Fait que l'essentiel de vos revenus vient du... C'est quand même l'essentiel de nos revenus, OK. en effet. Ça a-tu été dur quand tu sais, comme as-tu au début quand tu as commencé avec du monde, puis là finalement t'es plus avec eux. Est-ce que c'était tout à refaire, tu sais? Est-ce que comment ça a fonctionné? Ça a dû être. Puis l'autre question, c'est est-ce que à le refaire, tu repartirais tout seul ou tu te repartirais quand même encore en équipe? Mais je pense que ça a été un avantage. Les trois, on a appris de travailler ensemble. Dans le sens, chacun avait un rôle, fait que ça l'a permis de devenir... Moi, ça m'a permis justement dans la gestion des opérations de parfaire mes connaissances, de comprendre ce que je suis en train de faire, c'est quoi... Qu'est-ce que je fais quand je reçois un texte, quand il y a un problème de qualité, comment gérer le client, comment traiter avec les pigistes, comment maximiser le travail chez un pigiste. Ça m'a permis de travailler tous ces petits points-là pour ensuite, une fois qu'un est parti, mais prendre plus de responsabilités, développer mon expertise, ou pas nécessairement mon expertise, je ne vais pas aller à ce point-là, mais on va dire développer mes connaissances, on va dire de la facturation ou tout simplement de la communication avec les clients, qui moi je faisais plus ça par courriel à l'époque, mais là, quand un de mes partenaires est parti, c'est moi qui ai pris un peu ce côté-là, puis que tu es obligé de, on va dire, sortir de ma coquille, de devenir un peu plus extraverti et communiquer de façon plus efficace avec les gens, au lieu de rester dans mon coin puis de juste faire la gestion des opérations de base. Donc, ça m'a permis justement de faire tout ça, puis de développer tranquillement mes compétences tout le long. Puis une fois, quand j'étais rendu seul, là, j'étais un peu plus apte à gérer tout ça. Ça a été quand même difficile parce que je suis quand même passé de faire 40-50 heures semaine à tout d'un coup, je suis obligé de faire 60 à 70 heures. C'est ça. Okay. Mais là, vous êtes combien? Là? Tu travailles encore juste avec des pigistes ou tu as une équipe? Non, on a changé de modèle d'affaires depuis quelques années. Quand tu dis maintenant, on a une équipe à l'interne. C'est juste toi ou là, tu as en fait, moi, ma question, c'est: t'es le seul propriétaire, David, de l'entreprise? Je suis le seul propriétaire, je suis le seul actionnaire de l'entreprise. Excellent. Parfait. La seule chose, c'est que maintenant, je compte vraiment sur l'ensemble de l'équipe, mais il y a deux personnes qui m'appuient énormément dans l'équipe, Marie-Michel et Cassandra. Okay. Donc, Marie-Michel qui est ma directrice adjointe et Cassandra qui est ma directrice de l'équipe à Sherbrooke, parce que là, on a un bureau maintenant à Montréal et Sherbrooke. Puis j'ai des employés en télétravail également. Mais donc là, l'équipe est au total rendue à 13 employés. Wow! C'est hot, ça. Donc, en l'espace de 4 ans, je dirais, on est passé de 2 employés à un employé avec plein de pigistes à 2, puis là, tranquillement, ça l'a progressé en Tu vois, c'est ça ma difficulté, c'est là. Genre d'arriver de faire le step d'engager quelqu'un comme sur le payroll direct. Tu sais, t'as dit avant que t'as passé de 40 heures semaine, ce qui est quand même énorme, là, honnêtement. C'est quand même beaucoup, là, travailler 40 heures semaine. Je sais que le monde font c'est ça sur le talon de paye, 40 heures, mais la vérité, c'est que personne ne travaille vraiment 40 heures. Non. Mais toi, si t'as switché si t'as perdu tes partenaires, tout ça, tu t'avais comme pas le choix parce que des clients comptaient sur toi, tu voulais pas. Fait que t'as dû vraiment travailler comme un 40 heures réel. À 60 heures après, 60 heures encore pire. C'est énorme. Fait que là, j'imagine que c'est un peu ça qui a cheminé dans ta tête et qui t'a dit ça peut pas être ça le reste de ma vie. Là. Fait que c'est parce que je veux qu'on garde quand même une bonne partie de temps pour parler du fait que tu travailles juste le matin maintenant. Là. J'ai deux questions, moi, avant, par exemple. Ouais. Je sais parce qu'on veut parler de ça, puis où on s'en allait vers ça, mais moi, je veux juste savoir par rapport à la structure actuelle de Sim Communication, tout ça. Tu disais que tu es rendu avec plus d'employés que de pigistes.
est-ce que tu trouves ça mieux ou c'est moins, ou c'est plus difficile à gérer qu'avant quand tu avais du monde qui était juste à la pige avec toi? Un des points qui est vraiment le fun, mon équipe, la façon que mon entreprise est gérée un peu, on a un petit feeling d'entreprise familiale. On va se le dire, on est serré, on communique ensemble souvent, on s'appelle en dehors du travail pour parler, on va faire des activités ensemble des fois en dehors du travail. Fait que il y a un petit côté familial un peu à l'entreprise où on est des amis finalement au bout de tout ça, plus que simplement des collègues de travail. Puis pas que l'un est mauvais ou l'autre est meilleur non plus, mais ça fait en sorte que je me sens quand même épaulé par l'ensemble de mon équipe. Ils voient, je vais le dire en anglais, là, parce que malheureusement, je pense dans les deux langues un peu constamment. They truly care about my well-being. Ouais. Ils sont même vraiment chose pour moi. par J'ai à cœur leur bien-être et leur... on a parlé souvent de ça. Fait que ça veut dire que t'es un bon boss puis que tes employés te respectent. Puis ça, c'est quand même un sentiment d'appartenance, j'imagine, aussi, qui vient avec ça. Ben, je pense qu'on a des valeurs similaires un peu dans l'ensemble de l'équipe. C'est là aussi qu'il est important d'aller chercher les personnes qui ont ces mêmes valeurs-là. Sinon, s'il y a un écart entre les valeurs, on va éventuellement se retrouver dans une position où on va sentir qu'une personne est peut-être moins confortable et se sent peut-être mis un peu de côté simplement parce qu'il sent qu'on n'a pas les mêmes... Fait que tu dirais que tout le monde, dans tous tes employés, tout le monde est à la bonne chaise. Pas nécessairement tout le temps. Il faut y faire attention. Puis il y a une évolution aussi chez chaque personne, mais on essaye de les mettre dans la bonne chaise. Oui, en effet. Puis ma dernière question avant de changer, parce que je sais que Marc-Antoine, il y a des sueurs froides, puis il attend vraiment, il a vraiment hâte de rentrer dans le sujet du 4-hour work week, là, je le sens d'ici. Mais au plus fort, quand tu travaillais avec des pigistes, c'est quoi que tu dirais qui était le plus tough à gérer? C'était-tu plus tough de dealer avec tes clients qui étaient les agences gouvernementales? Parce que ça doit pas être de tout repos. C'était plus tough de gérer de dealer avec tes pigistes. C'était qui le tirait le plus de jus? C'est difficile à dire. Toutes les réponses sont bonnes. Moi, j'aurais tendance à dire les clients gouvernementaux. Là. Parce que eux, ça doit être pour avant-hier. Ben, les clients gouvernementaux sont quand même assez difficiles. L'enjeu, c'est... On s'entend dans la fonction publique, il y a plusieurs strates. Donc, le conseiller, c'est la personne qui est dans la même position que l'entreprise, dans le sens qu'il se fait imposer par les gestionnaires une charge de travail phénoménale, puis qui doit rencontrer toutes les attentes que la gestion et la direction leur donnent, qui sont pas tout le temps réalistes. Et au gouvernement, par exemple, il y a différents partis politiques qui sont allés au pouvoir. Donc, quand c'est les conservateurs, ils ont décidé de mettre, par exemple, juste pour donner un petit exemple, là, faire une parenthèse, ils ont mis une comptable comme responsable du développement du bureau de la traduction qui avait aucune compréhension des tâches au quotidien d'un traducteur et qui a mis le bordel dans l'ensemble du bureau de la traduction. Depuis ce temps-là, ils tentent de rattraper les erreurs, ils ont reculé vraiment par en arrière, mais ça l'a fait en sorte justement que ça l'a fait un déséquilibre et tous les employés gouvernementaux se sentaient vraiment pressurisés. Fait qu'on était un peu dans le même bateau. Ils ont changé peu à peu d'approche avec l'arrivée, je dirais, du Parti libéral. Ça a comme changé un peu l'approche. Maintenant, ils ont une relation un peu plus humaine et un peu plus ouverte. Et ils comprennent un peu plus la réalité des fournisseurs. Donc, le je dirais que ça change en fonction de la période, mais et des partis politiques au pouvoir. C'est incroyable. C'est gouvernemental au fédéral, là, toi, tu parles. Oui, par exemple, au fédéral, exact. C'est un exemple des concret. Clients provinciaux aussi, ou c'est vraiment plus fédéral? Oui, non, j'ai plein de clients provinciaux également. Autant le Yukon, le Manitoba, Québec, donc ça va un peu partout. OK. Hey, j'ai une autre question qui me vient par rapport à ça. Je te jure, Marc-Antoine, qu'on va rentrer dans le sujet de l'horaire après, je t'oublie pas. Mais comment ça se développe un réseau de contacts en traduction pour que justement tu sois rendu avec des clients gouvernementaux au Yukon, mettons au Manitoba, dans plein d'autres provinces? C'est quoi le fil conducteur? Comment ça se passe? Mais ça reste évidemment les notions d'appel d'offres. Fait qu'il y a différentes plateformes sur le web qui accéder à tous ces appels d'offres-là. Il y en a qui étaient un peu plus, on va dire, multiples, là, qui regroupaient l'ensemble de la base de données du Canada. Il y en a qui regroupent les bases de données des États-Unis. Puis, selon les différents critères, on peut soumissionner ensuite à ces différents appels d'offres-là. Fait que vous, ça marche tout le temps par appel d'offres, là.
le gouvernement pour éviter tout ce qui est le beau phénomène de l'enveloppe brune. OK. C'est la intéressant. belle enveloppe. Et ça marche tout par appel d'offres, fait que je me Le souviens. gouvernemental, ça marche toujours par appel d'offres en général quand c'est en haut d'un certain montant. J'imagine. Automatiquement. C'est en bas d'un certain montant, mais là, ils ont changé les critères tout récemment. Ouais, mais ça. oui, il y a, en tout cas au gouvernement fédéral, par rapport au seuil maximal. Mais à l'époque, je dirais une dizaine d'années, c'était aux alentours de 25 000 $. Les contrats de bas de 25 000 $, étaient gérés différemment que les contrats en haut de 25 000 $. Des fois, quand le gouvernement t'aime bien, quand la personne avec qui tu deals t'aime bien, elle s'arrange pour que ton contrat de 25 mettons, de 30 000 soit réparti en 5-6 petits contrats de 5-6 000. Comme ça, t'as pas besoin d'aller en appel d'offres. C'est sûr qu'il doit y avoir certaines solutions un peu de cette façon-là. Malheureusement, j'ai déjà vécu ça. OK. Pas avec ma compagnie, mais dans une autre vie. Donc, c'est ça. Mais puis, Dave, comment ça marche? Ça veut dire, j'imagine, c'est un appel d'offres. Dans le fond, tu fais une espèce de... Tu bides ou tu paries, ou je sais pas trop, sur le prix par mot, c'est ça? Oui, il y a un aspect lié au tarif, mais après ça, tu as plein de critères techniques. Fait que ton équipe, l'expérience de ton équipe, leur accréditation en association professionnelle, etc., etc. Là, il y a des tonnes de critères. C'est des beaux appels d'offres de 150 pages. Des fois, donc c'est très très long. Il y en a des détails, disons, à regarder. Nice. OK. Bon, à Star. Ben, c'est ça, le nouveau. C'était pas un épisode des appels d'offres, là. Non, je sais, non, mais c'est intéressant de comprendre son entreprise quand même. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de jaser, des appels d'offres, d'y aller au prix par mot, puis tout ça, tu sais, tu parles de la traduction, il y a du monde qui charge au mot, il y a du monde qui charge comme à forfait, il y a plein de manières de facturer, puis ça reste, dans tous les groupes de pigistes que je vois, il y en a plein des traducteurs, puis ça reste toujours un débat, tu factures comment ton client, au mot, à longueur, s'il y a de la recherche, s'il y a ça, ça varie beaucoup d'une entreprise à l'autre. Fait que David charge au mot, il y en a d'autres qui chargent, comme je te dis, à forfait ou peu importe. Là, il y a plusieurs manières de facturer. Tout dépend du modèle, du type de traduction, parce que là, ça se décline en plein de catégories. On peut parler de localisation, de transcréation, etc. On charge pas de la même façon selon le projet. Le type également. De travail, c'est ça. Donc, exact. avec le gouvernement, c'est limité à une notion tarifaire au mot la majorité du temps. Il y a des fois des petits tarifs horaires, mais c'est rarement utilisé. Tout change un peu en fonction du type de travail pour prendre justement en compte l'aspect recherche, réflexion derrière une simple traduction. Parce que malheureusement, la traduction, c'est pas juste quelques mots ici et là à traduire. On va sur Google Translate, puis là, je traduis les mots, puis là, je fais juste m'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Non, c'est ça. Cool. Bon, là, on va faire plaisir à Marc-Antoine. Bon. Là, toi, tu travailles 60 heures semaine après que tu aies parti avec tes partners. Je reviens en arrière. Tu travailles 60 heures semaine. Un moment donné, c'est tout ça que tu t'es dit. Tu t'es dit, moi, c'est pas vrai que je vais travailler 60 heures semaine toute ma vie. Faut que je trouve une manière de faire, tu sais, comme de réduire mes heures de travail parce que je veux passer du temps de qualité en famille avec mes amis, peu importe. Comme, c'est quoi le déclic? Puis, comment t'as fait? Puis, qu'est-ce que tu fais présentement? Puis, on veut tout savoir là-dessus. Ben, c'est sûr que le changement de modèle d'affaires était une des raisons derrière aussi le fait que je voulais plus me retrouver seul à gérer l'ensemble des, on va dire, de la compagnie. J'avais besoin d'employés qui allaient prendre du galon de l'expérience puis qui allaient venir prendre certaines responsabilités que je pouvais ensuite déléguer puis réduire ma charge de travail. Fait que le changement s'est opéré un peu derrière ça. Après ça, le changement est tout récent au niveau de mon horaire de travail, de la baisse de l'horaire de travail. Ça fait littéralement 2 semaines qu'on a commencé. On a fait un lac à l'épaule avec une partie de l'équipe. Puis c'est là qu'on a décidé justement d'alléger un peu l'horaire. Mais je dirais que le COVID a été un peu le point déclencheur par rapport au temps de travail et le temps que je consacre au travail. C'est là que ta réflexion elle a commencé, dans le fond, au début de la COVID? Mais c'est plutôt, pour être bien honnête, c'est les crises d'anxiété qui sont arrivées avec la COVID et la charge de travail augmentée à ce moment-là avec le départ de quelques employés. Pour la première fois de ma vie, j'ai toujours été un workaholic là, qui était prêt à travailler puis qui avait aucun problème à travailler 7 jours sur 7 s'il fallait. À un moment donné, là, je me réveillais la nuit, sueur froide, à 1h le matin, 2h le matin, puis oh, OK, ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ta charge de travail qui est le problème, qui est à la cause de tout ça. T'as-tu perdu, excuse, je t'arrête 2 secondes, t'as-tu perdu des employés à cause des programmes gouvernementaux aussi, puis des choses comme ça?
Ben, il y a eu une grosse phase creuse pendant au début de la COVID l'année passée. Donc, quand ça a commencé, mars, avril, juin, ça a été très difficile pour nous. Donc, on a mis à pied temporairement 3 employés. OK. Ça l'a juste. L'enjeu, c'est que les personnes que j'ai mis à pied, c'était les personnes qui faisaient une partie de la gestion des opérations et un traducteur. Donc, c'est moi qui est retourné dans mes vieilles chaussettes, puis qui a pris un peu cette responsabilité-là, puis que j'ai bien vu que finalement, c'était pas réaliste pour moi de faire ça très longtemps. Ça doit être tough pareil parce que depuis tantôt tu parles que tu as une entreprise un peu style familial, avec des valeurs familiales et tout. Puis là, dans le fond, de remercier des employés comme ça qui sont sur ton payroll, tu sais, mettons, si tu avais eu des pigistes, je sais pas à quel point que dans le fond tu dis aux pigistes, ben écoute, j'ai plus d'heures à te donner, tu sais, c'est peut-être un peu moins Déchirant. déchirant, mettons, c'est le mot exact. Ouais. C'est peut-être moins déchirant de prendre ce genre de décision-là. Mais c'est sûr que c'est des décisions que j'aime pas prendre. On va s'entendre, j'aime pas Non, personne annoncer n'aime à ça. mon équipe de dire je suis obligé de te mettre à la porte. Mais en même temps, je me dis, je rends service si je suis le direct et je fais ça de façon le plus rapide possible pour les aider. Fait que je m'assurais aussi de le faire avec un timing impeccable dans le sens pour être sûr que leur demande de chômage ou que leur demande de PCU ou quoi que ce soit arrive soit optimisée de leur côté, sans nécessairement faire de la fraude. Ouais. Quand je dis ça, là, c'était pas l'idée, c'est de juste dire s'ils peuvent le demander en compter du 25 mars, ben, je m'assurais que la dernière journée de travail soit le 24 pour être sûr qu'ils puissent maximiser et pas attendre un mois avant. Fait que, il y a moyen d'être humain même à travers cette position-là, je Non, pense, c'est clair. puis d'aider l'employé, de donner les ressources, de dire, ben, regarde, appelle à tel endroit, fais telle chose, puis tu vas pouvoir aller chercher tout ce qu'il te faut. Puis à la fin, vaut mieux ça qu'un employé qui sent, lui aussi, qui est tout seul, à travailler de la maison, qui fait absolument rien, qui fait juste attendre impatiemment à ce moment-là. Vaut mieux, on va dire, t'enlèves le plaster le plus vite possible. Ouais, c'est ça. Puis, regarde, au moins, il y a de Parce qu'avec, il y a de l'anxiété. Là, ben oui, c'est clair. Là. Hey. Exact. Puis de ces employés-là que tu as remerciés, juste petite curiosité, il y en a-tu qui sont revenus? Il y en a 2 qui sont pas revenus. Même. Il y en a une qui est revenue, qui est requittée par contre pas longtemps après. Okay. Elle, la COVID le fait réaliser que le milieu de la traduction, c'était peut-être pas finalement le milieu qui l'intéressait. Et j'en ai une autre qui a trouvé un emploi ailleurs pendant la pause, dans le milieu gouvernemental, justement. Pas nécessairement en traduction, mais qui a quitté pour un autre domaine complètement. OK. Ah, c'est correct, ça a fait réaliser bien des affaires, je pense, la COVID à bien du monde. Là. Exactement. Puis, fait que là, dans le fond, t'as perdu ces employés-là. Là, bon, COVID, la situation s'est améliorée, toutes les choses ont repris quand même. Fait que là, est-ce que t'as rebâti, ton équipe est-tu aussi grosse qu'avant la COVID, là, ou comment ça marche? Elle a grossi, en fait. Oh, OK. Pas longtemps après, on s'est retrouvé à grossir l'équipe, à faire aller chercher plus d'employés. Puis ça l'a vraiment changé un peu l'approche de ce côté-là. Mais là, il y a juste beaucoup plus de télétravail. Fait que j'ai des employés à Québec, Trois-Rivières. Ah, c'est ça. Puis besoin de la notion de localisation est pas importante. Puis qu'est-ce qui fait que tu engages un nouvel employé? C'est-tu quand tu signes un nouveau contrat ou que, tu sais, comment tu... Ben, l'approche a changé aussi justement par rapport à ça, dans le sens qu'avant, c'était un peu une fois qu'on gagne un contrat, on allait chercher l'équipe pour pas justement surtaxer, on va dire, l'équipe qui est déjà en place, puis non plus en envoyer non-stop à la pige, puis surtaxer également le groupe de pigistes. Mais de notre côté, justement au niveau de l'embauche, on a simplement, selon le rythme de travail qu'on a, et pour s'assurer qu'il y a un rythme de travail plus constant au niveau de l'équipe interne, c'est là qu'on décide d'embaucher. Fait que, vu le milieu aussi d'embauche et de la traduction, moi, mon équipe est quand même relativement jeune. On planifie aussi en fonction d'un cycle de développement. Dans le sens que quand j'ai un employé qui commence, souvent il sort de l'université, avant qu'il devienne un traducteur expérimenté, ça peut prendre jusqu'à 1 an, dépendamment du niveau et des compétences. Fait que c'est d'équilibrer un peu, on va dire, aux 3 mois, d'avoir une nouvelle embauche et d'assurer que quelqu'un rentre à chaque 3 mois. Je veux dire, pour avoir, je vais faire un peu de pouce sur la question de Marc-Antoine, mais pour être rendu à une équipe de 13 employés, pour être passé d'un format où tu étais essentiellement avec des pigistes à une équipe de 13 employés, tu dois avoir une certaine confiance dans le nombre de contrats ou dans le nombre c'est ça, de contrats que tu vas obtenir par année. Là, il doit y avoir quelque chose qui te rassure, il doit y avoir de quoi que tu sais dans les mécanismes que tu vas jamais en manquer de travail. Là.
Ben, j'ai pas vraiment d'inquiétude, non, de ce côté-là. Ben, il y en a de l'inquiétude, comme dans tous les milieux. N'empêche que je connais assez le milieu, j'ai assez de données pour savoir qu'il va y avoir suffisamment de contrats qui vont sortir dans une année pour que je puisse subvenir aux besoins de base de l'équipe, occuper mon équipe constamment. Après ça, c'est à moi de faire des choix s'il y a une baisse de profit pour être sûr d'occuper l'équipe et de garder cette équipe-là, pour ensuite avoir des contrats peut-être plus intéressants qui vont permettre de justement euh, aller augmenter cette marge-là éventuellement. Fait que c'est toujours de naviguer un peu dans cette réalité-là, tout en assurant de garder l'équipe, surtout si les employés, ben, la plupart de, je dirais, mon équipe en valent tous la peine, mais si mon équipe, je veux les conserver intactes, c'est important justement des fois peut-être baisser un peu sa marge de profit pour savoir que éventuellement elle va augmenter avec un contrat plus intéressant. Mais là, t'engages tes nouveaux employés, c'est tout le temps des juniors. Fait que ça prend plupart du temps, c'est quelqu'un. des juniors. Mais ça prend quelqu'un qui supervise, tu sais, que leur travail est bien fait. Ça. Est-ce que c'est toi qui fais ça ou t'as des seniors en plus que eux Non, j'ai des seniors dans l'équipe Ok. qui justement assurent cette qualité-là, qui assurent la formation, l'accompagnement. Fait que Dans qu'est-ce que une année, t'as engagé je en dépense premier? Un junior ou un senior au début? senior. T'as engagé un senior pour t'accompagner au début, puis après J'ai ça... engagé un coordonnateur pour commencer. Ensuite, pour moi, que je puisse me concentrer sur certains aspects, justement, d'embaucher les bonnes personnes. Et ça l'a donné qu'une une pigiste avec laquelle je travaille depuis 10 ans était intéressée à changer un peu de rôle, justement, et d'avoir un rôle plus d'accompagnement et de formation, de révision de jeunes traducteurs. Et cette personne-là, c'est elle que j'ai embauchée, Marie-Michel, qui est venue dans l'équipe. Fait que c'est juste des traducteurs, que t'as pas de représentants, mettons, qui vont te faire du développement d'affaires. Non, aucunement, pas pour l'instant. OK. Oh, pas pour l'instant, ça veut dire que il y a peut-être Ben, justement, il faut voir où est-ce que l'évolution de mon 4 heures par semaine va aller. Mais là, c'est ça. Là, on arrive à ça. Fait que là, ça fait 2 semaines que... Ben, ça fait 2 semaines que tu travailles 4 heures par semaine. Non, je pense. Non, Non. Là, je pense qu'il faut que tu nous expliques un peu qu'est-ce que. Non, c'est pas 4 heures semaine. Ben, 4 heures par jour, c'est 20 heures semaine. C'est pas pire. Ouais, c'est pas super. D'après Exactement. Ça, c'est si tu prends pas le vendredi de congé. Comme ce vendredi, en effet. C'est quoi? Comment tu fais ça? Mais là, justement, c'est d'apprendre à déléguer. Ça fait quelques années déjà que je travaille sur ça. Donc, premièrement, d'apprendre à déléguer des tâches à tous mes employés, puis à leur faire confiance. Puis, justement, Marie-Michel et Cassandra, c'est 2 personnes en qui j'ai une confiance totale, donc qui sont capables de prendre en charge. C'est la partie la plus tough, ça. Être sûr que ça va être fait comme si c'était toi qui le faisais. Exact. Mais en fait, je pense qu'ils font même peut-être des fois mieux. Ils font certaines tâches mieux que moi également. Ouais, Donc, okay. Ils sont vraiment à la bonne place. Ils sont vraiment incroyables, les deux. Mais oui, eux de leur côté, même Marie-Michel travaille sur un horaire pas nécessairement de 40 heures semaine, un peu moins. Cassandra, elle fait une quarantaine d'heures. Mais l'idée derrière tout ça, c'est pour que j'arrive à faire mon 20 heures, c'est de laisser aller certaines tâches, d'aller chercher d'autres, comment on appelle ça? D'autres employés éventuellement, donc un technicien comptable pour se charger de faire de la facturation, faire de la comptabilité que moi j'ai juste à vérifier. Fait que ça va être une façon aussi pour moi de rester à longueur d'année dans cet horaire-là, à 40 heures semaine. Mais Marie-Michel prend la majorité de mes responsabilités que j'avais auparavant. Et à Cassandra 40 heures également, ou à 20 qui heures? accompagne Marie-Michel à ce moment-là. 40 heures ou 20 heures, t'as dit? Excusez-moi, je fais 20 heures. C'est Marie-Michel et Cassandra qui font plus le Puis toi, ton 32, niveau de 40 heures. revenu n'a pas baissé étant donné que c'est toi le boss comme tel? Depuis que j'ai baissé mes heures, non, il n'y a pas vraiment eu de baisse. Il n'y a aucune baisse au revenu. Marc-André, notre coordonnateur, il fait un travail impeccable, puis il se charge de toutes les opérations. Fait on n'a pas vu vraiment d'impact sur le travail. Puis ça aussi, c'était une réalisation, c'est que quand je suis pas au bureau, tout va pas s'écrouler. J'ai pas à avoir peur. Tu peux prendre une semaine de vacances, toi, sans stress. Puis... Ouais, ça, maintenant, je pense que je peux même prendre un mois s'il faut, là. Mais là, en dedans, mettons, là, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que t'es dans cette nouvelle formule-là. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Là. Non, ben ça, c'est la première des choses, parce que, tu sais, il explique un peu tout le processus qui l'a amené. Il explique un peu le processus qui l'a amené là tantôt, mais là, depuis les 2 semaines que t'as commencé, so far, so good, ou il y a des moments de panique, puis il y a des moments rushants pour toi. Comment ça se passe, ça? Ben, il y a 2 points. Comme Marc-Antoine disait un peu en début de rencontre, quand on fait 40 heures, on fait pas nécessairement un vrai 40 heures. Là, mes 20 heures, c'est un vrai 20 heures. Puis ça aussi,
c'est un changement d'habitude, dans le sens que faire du 8 à midi, 100% concentré, tout le long, ça aussi, c'est un challenge en soi pour commencer déjà. J'ai besoin de mes petites pauses. Fait que là, je vais dépasser du 8 à midi pour faire peut-être 8 à midi 30, mais me prendre des pauses pour, on va dire, oxygéner le cerveau. Puis justement, me remettre un peu d'aplomb quand c'est le temps de travailler. Fait que mais ça va bien en tant que tel, capable de garder cet horaire-là. Puis en même temps, comme je t'en ai parlé, Tristan, je vais être futur papa en avril. Fait que je veux... C'est cool! Parce que ta femme est au courant. Oui. Avec le nombre de nausées qu'elle a, en effet. C'est une joke. Non, mais je vais juste faire un aparté. Je disais à David la semaine passée à quel point je suis content pour lui parce que je sais que ça fait quand même un moment que toi et Marianne vous essayez. Là. Fait que c'est vraiment cool. Je suis vraiment content. C'est c'est une belle nouvelle. Là. Vraiment. Fait que ça va te libérer du temps pour ton... En fait, j'allais te demander qu'est-ce que tu fais de tes après-midi. Là, on va le savoir en avril. Ouais. Exact. Dans ce moment, tu fais quoi de tes après-midi? Mais je me suis lancé aussi un autre défi parce que je vais avoir 40 ans l'année prochaine, puis je me suis lancé dans l'idée de faire un triathlon olympique l'année prochaine. Comme c'est un défi, là, je m'entraîne comme 8 à 10 fois par semaine depuis... tu t'entraînes plus que tu travailles, dans le fond. Ça commence à ressembler à ça. Nice. Non, mais je fais beaucoup d'entraînement justement les après-midi, mais juste aussi prendre le temps de... Ce que j'avais peut-être moins de goût quand je faisais plus d'heures, c'est de prendre le temps de lire un livre. J'ai le temps d'aller m'éduquer des fois sur d'autres sujets. Ça peut être un livre, juste un simple roman, un essai. Ça peut être lié au travail. La formation. Quoi que ce soit. Ça permet de prendre un peu plus de temps puis de gérer ces petits intérêts connexes. J'aime beaucoup faire du travail de bois. Fait que pour moi, d'avoir un peu de temps d'après-midi, c'est de faire un peu de travail de bois puis de faire de mon hobby quelque chose de plus... Tu gosses le bois. J'aime ça faire des meubles. mais juste moi, j'ai une dernière question, tu sais, parce qu'on l'a dit, dans le fond, là, de 40 à 20 heures, as-tu fait t'as dû faire une diminution graduelle si t'es pas levé un lundi matin en disant, bon, aujourd'hui, je travaille juste de 8 à midi, puis that's it. Comment c'est en déléguant graduellement tes tâches que t'as réussi à atteindre ça, quoi? Mais oui, mais en même temps, je pense que les dernières fois où je travaillais, j'étais vraiment rendu physiquement et mentalement à ce point-là, dans le sens que je faisais un peu plus de présentéisme moi-même dans ma propre entreprise à un certain point. Ouais, ok. Je comprends, dans le sens que j'étais au bureau pendant 8 heures, mais est-ce que je travaillais vraiment 8 heures? Non, j'en faisais peut-être 5 à 6. C'était tanné des fois Puis toi, t'es pas... Tu sais, à moins que je me trompe, mais j'imagine que la traduction, tu traduis mettons de l'anglais au français ou l'inverse. Il y a pas une évolution dans le fond de la chose, là. Il y a pas des nouvelles... Il y a pas une nouveauté, mettons, dans 2 semaines que telle affaire marche plus comme ça ou tel mot veut dire se traduit plus de la même façon. Ça doit être plus rare que ça arrive. Fait que une fois que tu fais de la traduction, Peut-être que je me trompe, mais c'est le feeling que j'ai. Non, c'est sûr que c'est très similaire, mais c'est la même chose aussi au niveau de la gestion. Une fois que tu as des processus établis, puis c'est sûr que ces processus-là évoluent et changent, c'est quand même un peu la même poutine et la même routine. Donc, c'est pour ça aussi que cette transition-là me permet même de mon côté, même si ça fait 15 ans que j'ai une business, avec les heures supplémentaires, des fois, je vais peut-être faire du travail connexe en après-midi, dans le sens de faire des rencontres de mentorat, soit pour me faire mentorer ou devenir mentor dans certaines sphères, dépendamment du domaine. Tu pourrais devenir mentor dans la gestion d'entreprise pour travail autonome, parce que, tu sais, t'as une entreprise de service, la traduction, c'est un service, et si tu as développé des processus, ça veut dire que tu as réussi à packager ton service pour en faire un produit. Fait que ça, c'est le meilleur des mondes. Build to sell. Puis... Mais no joke, penses-tu à vendre éventuellement? Parce que là, clairement, tu es dans une position où est-ce qu'éventuellement tu pourrais. C'est sûr que ça reste toujours une possibilité. Ça serait imbécile de ma part de jamais considérer cette option-là. Ouais. Mais, tu sais, comme j'explique, j'ai une entreprise un peu plus de type familial et j'ai vraiment à cœur le développement de mes employés et je veux vraiment qu'eux s'épanouissent chez Sim. Ben, t'es pas là, tu sais, tu dis que tu vas avoir 40 ans l'année prochaine, tu sais, t'en as encore pour une couple d'années, facile, là, à faire continuer comme ça, grossir, bâtir une plus grosse équipe.
Exact. que ça fasse prendre de la valeur à ton entreprise par la bande. Mais ça se peut qu'à un moment donné, tu sois juste tanné puis que ça soit d'autres choses que tu aies le goût de faire. Mais au moins, tu vas avoir mis en place des processus qui fait en sorte que la valeur de ta compagnie, c'est pas juste toi. Exactement. Mais ça m'amène, cette question-là m'amène à me poser un peu, réfléchir ou essayer de comprendre, c'est qui pourrait être intéressé à t'acheter? C'est quoi le portrait de l'industrie dans lequel t'es? Y a-tu bien de la compétition? Mais non, mais un service connexe à quelqu'un qui fait quelque chose. Ouais, ça oui, pour mettons, intégrer, mettons, tu sais, faire une intégration un peu verticale. Si moi je décide d'acheter quelqu'un pour faire de la traduction pour mes clients, juste que j'ai de la demande, ça pourrait être quelque chose de connexe, tu sais. Absolument. Mais dans, mettons, le domaine de la traduction pure et dure, Dave, y a-tu bien de la compétition? T'es-tu contre bien des joueurs? C'est quoi, ça ressemble à quoi cette industrie-là? L'aspect un peu comme dans plein d'industries, comme on le voit aussi récemment, il y a beaucoup de gros joueurs qui rachètent des plus petits. Okay. Donc, soit pour aller chercher plus, c'est une façon plus simple pour des grosses boîtes d'aller agrandir leur bassin de clients privés. Okay. Gouvernementaux, je pense que mon profil intéresserait peut-être un peu moins une entreprise, à moins que cette entreprise-là soit uniquement spécialisée dans le domaine privé. Par contre, une entreprise qui est en croissance, qui a besoin d'un service on va dire, de communication, de traduction pour leurs clients américains. C'est sûr qu'eux, de leur côté, ici, n'ont aucune expérience en traduction. On est peut-être un profil intéressant pour eux à joindre à l'équipe. Puis en même temps, du même coup, qui est capable qui n'ont pas vraiment d'investissement supplémentaire à faire parce que les moyens, les contrats qu'on a en place et tout la structure qu'on a en place fait qu'on est déjà profitable. Okay. Donc pour eux, c'est pas vraiment un gros risque, c'est un investissement. Puis en plus, on ajoute un service à l'interne sans trop qui a tout développé cet aspect-là de leur Exact. Côté. C'est le même que je verrais ça, moi, en tout cas, dans ce domaine-là. Mais mettons... de la compétition, moi, pour des entreprises comme telles, mais je sais que des pigistes en traduction, si tu checkes, mettons, juste sur Pige Québec, quand tu vois des appels d'offres de compagnies privées, là, mais qui veulent un traducteur ou un réviseur, peu importe, il y a à peu près 25 personnes qui soumissionnent là, sur chaque projet. La compétition, il y en a, là. Des entreprises qui ont une équipe, ça, je le sais pas, mais des pigistes, je sais qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Mais mettons, Dave, il y a toujours de la compétition. Après ça, c'est à nous de se démarquer d'une certaine façon. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ma question, c'était, mettons, je suis une entreprise, qu'est-ce qui fait que je choisis une communication au lieu d'un pigiste? Il y en a, comme Marc-Antoine dit, des tonnes et des tonnes qui attendent juste ça. Hein. On va s'entendre souvent dans les entreprises, quand on va faire affaire avec un client, c'est la relation qu'on a avec le client. C'est comment ils se sentent traités. Puis des fois, il y en a qui vont mettre l'accent sur la rapidité de communication. Les délais de réponse. Ouais, ça te prend combien de temps à répondre à un email? Marc-Antoine, pour lui, c'est un critère très important, le délai de réponse. Dans un service où est-ce que tout le monde offre la même affaire puis qu'il n'y a pas, de différenciation dans le sens que tu traduis un mot, bonjour, tu traduis pour hi ou hello, mettons, exact. Je veux dire, ça prend quelque chose qui différencie. Puis moi, je pense que... c'est sûr. Après ça, moi, je mise un peu sur l'expérience d'une partie de mon équipe, puis de l'aspect formation, parce que comme j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais dans l'équipe, je mets quand même j'ai une bonne partie de mon budget, on va dire, sur la formation pour l'équipe. Donc, c'est de la formation continue, de la formation interne, sur quoi, mettons? Ça peut être autant pour, on va dire, de la rédaction web, ou la traduction web, qui est un domaine différent, c'est pas la même approche. Okay. Que ce soit pour la traduction publicitaire ou marketing, qui est pas non plus la même approche. Donc, quand on traduit pour le gouvernement, on va s'entendre qu'il y a un fonds administratif à tout ce qu'on fait. Mais si je traduis pour toi, on va dire Marc-Antoine, qui est dans le domaine plus du marketing, le style administratif va pas vraiment te plaire. Non, clairement, mais vous faites de la rédaction aussi. La rédaction de textes publicitaires est un avantage majeur. Si tu es capable de faire du bon copywriting, c'est un très gros avantage. Ben oui. Avec nos clients privés, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Parce qu'on s'entend là, qu'en marketing, de la rédaction, c'est pas des textes poétiques qui vendent. Dans le sens que tes belles tournures de phrases, tout compliqué, c'est bien le fun pour dans une encyclopédie, mais si tu veux vendre un produit, mettons sur médias sociaux, ben dans une publicité, que ça soit imprimé ou peu importe, je veux dire, c'est le texte publicitaire, c'est le copywriting, l'appel à l'action, tout ça qu'on voit en marketing qui est important. C'est pas la tournure nécessairement de la phrase.
Exactement. On n'est C'est un pas skills, là pour en écrire soi. le prochain roman de Marcel Proust, là, on s'entend. C'est ça, exactement. Exactement. tu sais. Mais l'idée derrière tout ça, c'est justement... Après ça, je pense que c'est là que nous, on essaie de se démarquer le plus possible. C'est au niveau du besoin du client et de s'adapter aux besoins du client. Et c'est surtout d'aller le comprendre, ce besoin-là. Parce que des fois, le client va nous demander quelque chose, il ne comprend pas nécessairement ce qu'il veut lui-même. Il y a une image dans sa tête, mais il n'est pas capable de l'exprimer clairement. Et ça a de l'air peut-être un peu péteux de roue, je ne sais pas comment dire, mais il y a quand même cet aspect-là d'aller chercher un peu et de comprendre et de toujours être prêt à adapter aux besoins du client. Je pense que c'est là que nous, on se démarque un peu avec nos contrats privés. S'il y a quelque chose qui ne fit pas, on en veut de la rétroaction. On n'a pas peur de se faire dire que tu n'étais pas content avec le texte. On est là pour s'améliorer et travailler sur le dossier. Ben, écoute, je peux même témoigner de ça. Ça, c'est ma fille qui vient d'arriver. Je peux même témoigner de ça avec Sim Communication parce que juste nous, c'est un bon exemple. Tu sais, on travaille avec des produits qui sont homologués par Santé Canada, puis il y a eu une certaine adaptation au début là, quand on se parlait justement pour les choix de certains mots en traduction, choisir le mot juste, il y avait de la recherche à faire. Puis c'est ce qui est intéressant, moi, justement, que j'ai aimé dès le début avec l'équipe de David. Il y a des questions qui se posent, le canal de communication est ouvert tout le temps pour des échanges, s'assurer que les mots choisis sont les mots justes. C'est bien intéressant. Ouais, il y a une validation. Vraiment. Il part pas de même. Puis t'arrives avec le texte final, puis là, tu sais, il valide avant être sûr que c'est des mots qui ont le droit exact, puis même une fois que le texte est traduit... Il s'ajuste à ta réalité, en fait. Ouais, puis une fois que le texte est traduit, il y a place aussi à de l'ajustement, là, tu sais, il y a des questions. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, là, c'est que, mettons, le traducteur ou la traductrice qui a été, mettons, attribué à notre dossier, à notre traduction, ben, va écrire des commentaires en marge pour s'assurer que tout ce qui a été choisi, tout ce qui a été fait était bon, puis même avec des éléments de recherche qui ont été faits, tout ça, écoute, moi, je trouve ça génial. Là. C'est plus que le client demande. Je pense que c'est clairement ça, c'est une plus-value, c'est clair. Vraiment. Mais là, Dave, tu nous as parlé un peu, puis là, je m'adresse parce que tu fais de la traduction quand même, des fois, toi aussi, pur et dur. Mais depuis quelques années, je dois avouer qu'avec l'équipe qui a grossi, j'en fais plus beaucoup. OK, mais mettons quand t'en fais, je m'adresse aux traducteurs pur et dur. Tu parlais un peu de ça, à quoi vous touchez avec Sim Communication. Toi, quand tu traduisais, c'est quoi que tu aimais le plus? C'est quoi que tu aimais le moins? Puis ma sous-question avec ça, c'est quoi que ton équipe aime le moins depuis 18 mois, à part, mettons, traduire des textes de COVID? Ben moi, de mon côté, ce que j'aimais le moins, c'est que j'étais toujours la dernière ligne de défense. Donc, c'était surtout que je me tapais le texte de 19h à 2h du matin pour être sûr qu'il soit livré à temps. Fait que c'était surtout l'urgence associée à ma traduction. OK. Parce que j'étais toujours un peu justement la dernière ligne. Là. S'il n'y a pas de pigiste, il y a personne à l'interne qui peut le faire sans que j'exige à un employé de faire 16 heures dans sa journée. Ben, c'est moi qui allais faire le texte à ce moment-là. Mais fait que ça, c'était l'aspect que j'aimais le moins. L'aspect que j'aime le plus, c'est vraiment l'aspect d'apprendre, de toujours apprendre quelque chose de nouveau. La traduction, c'est important d'être un bon généraliste, puis oui, d'avoir une spécialisation, mais c'est important d'être un bon généraliste. Puis pour être un bon généraliste, il faut lire sur tous les différents sujets que tu es en train de traduire. Donc, parce que personne ne connaît un peu cette connaissance infinie ou parfaite, là, ou connaissance absolue plutôt. On doit toujours essayer de faire un peu plus de recherche pour s'adapter à ce contexte-là. Fait que c'est l'élément le plus fun, c'est toujours en apprentissage. C'est comme la rédaction. La traduction, c'est une chose, mais de la rédaction, c'est justement si tu rédiges, c'est exactement ce que tu viens de dire, si tu rédiges, mettons, je sais pas moi, pour un bureau de notaire, mettons, puis des textes, tu sais, de droit, puis de loi, puis tout ça, faut quand même que tu fasses une certaine recherche. Tu peux pas juste pondre un texte de même en disant n'importe quoi, tu sais. Exactement. C'est là que ça doit être quand même assez tough. Là. Mais la curiosité intellectuelle, c'est la base, je pense, pour tout traducteur, tout bon traducteur. On peut être un bon traducteur, mais plus associé à la méthode, on va dire, de travail et méthode de traduction. Mais les traducteurs d'exception se démarquent par leur grande curiosité intellectuelle. Wow! C'est philosophique, ça. Wow, c'est donc bien beau, ça. On peut-tu l'encadrer, cette phrase-là? Ouais, on va l'encadrer. Tu fais un poster philosophique dans notre chambre, quelque chose comme ça? Je sens qu'on va avoir un beau mot de la fin. Les employés vont l'accrocher dans le bureau à la fin. Là. Wow!
Avais-tu d'autres questions, toi, Tristan? Non, écoute, non, je suis vraiment. Je trouve ça vraiment Bien intéressant. enrichissant. Moi, avec très Ouais, très puis très tout bon. tu sais, ton parcours, puis je suis pas rentré là-dedans, Dave, mais je crois me souvenir aussi que tu as touché au domaine textile, mais écoute, on peut laisser ça pour une autre discussion. Un autre sujet sur le textile. Mais je me trompe-tu ou c'était ça un peu aussi à un moment donné? Ouais, on avait, ben, c'est une des réalités, mais oui, il y avait une autre entreprise qu'on avait démarrée vers 2009-2010 avec un de mes partenaires qui était chez Sim à ce moment-là, puis qui a juste jamais décollé. OK. Puis c'est ça. C'est un peu ce qui a mené un peu à la fin de la Ok, c'est bon, j'ai collaboration. pas d'autres Également, c'est un questions. des Voilà, points. c'est un petit souvenir, mais on regardera ça. C'est ça. Hey, c'est tout. J'ai pas d'autres j'ai pas d'autres choses à demander. Mais je me suis Rends-tu encore des clients, David? Tu veux-tu donner tes coordonnées si jamais il y a du monde qui veulent Bien rentrer sûr. en contact avec toi? Oui, vous pouvez toujours communiquer avec moi par téléphone. Je préfère toujours la solution par téléphone. Vous pouvez le faire par courriel aussi, mais de tout de suite avoir une rencontre et d'expliquer les points de vive voix, c'est toujours important. Fait que vous pouvez toujours me rejoindre au 514-806-3136. Puis communiquer par courriel avec moi à david.hiergeau. Je vais l'épeler. YERGEAU.roy@simcom.ca. SYMCOM. On pourrait mettre l'adresse, Marc, le numéro de téléphone dans la description du podcast. Ça va être une bonne idée de faire ça. Exact. Puis le site avec web. Mon nom, c'est obligé. Ben oui. Puis le site web, c'est simcom, SYM, COM, M comme maman, les deux fois, .ca. Donc, simcom.ca. Si En effet, c'est notre vieux site web qu'on est en train d'essayer de refaire depuis 6 mois, mais bon, ça s'en vient. Vous allez avoir un nouveau site web éventuellement. Ah, bon, parfait. Excellent. En tout cas, vraiment enrichissant, David, sans nécessairement être le gars du 4-hour work week, t'es rendu le gars du 4-hour le 20-hour week. Ben ouais, le 20-hour work week, le 4-hour work day, c'est quand même intéressant, c'est un beau hey, tu te rends pas à 4 heures par jour, par semaine de même, là, tu sais. Il est graduel, là. Peut-être que, mec, qu'on le reçoive dans un an, il va être rendu à 10 heures. Il va peut-être avoir écrit un livre, man, imagine-tu. Peut-être. Le Tim Ferriss québécois. Oh! J'aime ça. Merci Dave, c'était cool. Merci de m'avoir accueilli. Une belle rencontre. Ouais, très très cool. Merci beaucoup. Parcours très inspirant. Je suis sûr que ceux qui vont nous avoir écoutés, ça va en inspirer plus d'un. D'ailleurs, je vais juste rappeler nos plateformes pour ceux qui nous suivent. Et si vous voulez vous abonner à votre chaîne préférée, à votre moyen de diffusion préférée, on est sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcasts, SoundCloud. On est sur Twitter, @2martini en lettres, notre page Facebook entre 2 martini. Et si vous voulez nous écrire un courriel, soit pour poser des questions, si vous vous rappelez plus de l'adresse de David puis vous voulez rentrer en communication avec lui, ou si vous voulez participer au podcast, vous pouvez nous écrire à entre2martini@gmail.com, entre2martini, tout en lettres. Là-dessus, Tristan, as-tu un mot de la fin? J'irai avec Smirnoff, parce que c'est peut-être pas la vodka privilégiée pour votre martini, sinon bourrez-l'hym d'olive puis de jus de saumure. Voilà, fait que ce sera Smirnoff pour aujourd'hui. Merveilleux. fait que sur ces beaux mots et ce mot inspirant de la fin, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons 5 à 7, un bon martini, puis on se dit à la semaine prochaine. Yes, merci les gars, bonne semaine.